Les résultats des élections législatives en Côte d'Ivoire sont connus. Le taux de participation est de 34,10%. Quelle est la configuration du premier Parlement de la Troisième République? Vous entendrez le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Dans le milieu de la cacaoculture, l'école occupe aujourd'hui une place très importante et apparaît comme une réponse des coopératives et leurs adhérents à l'engagement dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Nous verrons le cas de la zone de production de Soubré et de Méadji. Ailleurs, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été annoncé hier soir à la télévision publique, quelques minutes à peine avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Il se compose de près de 70 membres. L'Allemagne a été attaquée. Au moins 12 personnes ont été tuées dans l'attaque contre le marché de Noël. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Les résultats des élections législatives 2016 en Côte d'Ivoire sont connus. Le taux de participation est de 34,10%. Quelle est la configuration du premier Parlement de la Troisième République? Les sièges obtenus par le RHDP, les partis de l'opposition et les candidats indépendants. Le président de la Commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, fait le décompte pour nous. Nous l'écoutons. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, le dimanche 18 décembre 2016, nous nous sommes rendus aux urnes pour choisir nos députés à l'Assemblée nationale. Comme chacun a pu le constater, ce scrutin s'est tenu dans un environnement globalement apaisé. Je voudrais saluer l'ensemble de nos compatriotes et les électeurs en particulier pour le remarquable esprit de civisme et de discipline dont ils ont fait preuve tout au long de cette journée électorale. À l'issue du dépouillement des votes dans les différents bureaux de vote et la compilation des résultats au sein de nos commissions électorales locales, nous avons débuté depuis hier lundi, soit dès le lendemain du vote, à la proclamation des résultats provisoires, circonscription électorale par circonscription électorale. Au terme de ces annonces, nous sommes en mesure de proclamer ce jour les résultats et les statistiques globaux du scrutin qui se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 6 268 113. Nombre de votants, 2 173 364. Suffrages exprimés, 2 027 088. Taux de participation, 34,10%. Ont obtenu RHDP 167, soit 65,75% des sièges. UDPCI 6, soit 2,36% des sièges. UPCI 3, soit 1,18% des sièges. FPI 3, soit 1,18% des sièges. Indépendants 75, soit 29,53% des sièges. Nous avons donc 254 élus, dont 225 hommes et 29 femmes. Dans la circonscription électorale numéro 034, Bédi, Goazon, Kaadé, Nizao, commune et sous-préfecture de Guiglo, nous avons enregistré une égalité parfaite des suffrages exprimés pour les deux candidats arrivés en tête, M. Guéhi, indépendant, et M. Sarr, RHDP.
pour 7 circonscriptions électorales. Et conformément aux dispositions du Code électoral, le scrutin sera repris pour départager les 2 candidats afin de pourvoir le 255e siège de notre nouvelle Assemblée nationale. Je voudrais adresser mes vives félicitations à tous nos honorables députés déjà désignés pour leur élection, qui témoignent de la grande confiance qui vient de leur être manifestée par la nation. Toutes mes félicitations également aux candidats malheureux pour leur participation à cette compétition et surtout pour leur fair-play électoral et leur sens élevé du respect des règles de la démocratie. Chers frères et sœurs, avec la tenue de ce scrutin, notre pays vient de se doter du premier Parlement de la Troisième République. La Commission électorale indépendante se réjouit de cette avancée significative dans la consolidation de cette Troisième République qui augure de lendemains stables et heureux pour notre pays. La Commission électorale renouvelle ses remerciements à l'ensemble de nos compatriotes pour leur sens de responsabilité, aux observateurs nationaux et internationaux pour leur présence à ses côtés, les forces de sécurité et la presse pour leur totale collaboration. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Voilà, les urnes ont donc livré le verdict. La première législature de la Troisième République se compose comme suit. RHDP, 167 sièges, indépendants, 75, IDPCI, 6, UPC, 3, FPI, 3 et les indépendants, 75 sièges. En tout, 254 députés ont été élus, parmi lesquels 29 femmes. Les élections vont reprendre, vous l'avez entendu, à Guiglo, sous-préfecture. 2 candidats RHDP et indépendants ont réalisé le même score. Je rappelle pour terminer que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Des observateurs ont été déployés sur le terrain pour suivre ces élections. Le scrutin terminé, l'heure est au bilan. Le comité interparlementaire de l'UEMOA vient justement de faire son rapport. Il en ressort que le scrutin législatif s'est globalement bien déroulé. Pas d'incident majeur signalé, nous rapporte Grace Kando. 14 députés de différents pays du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, étaient en mission d'observation en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections législatives. Ces émissaires du CIP-UEMOA ont été déployés dans plusieurs villes du pays, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Gagnoa et Daloa. Face à la presse ce mardi, le CIP-UEMOA a fait le point de sa mission. Nous avons constaté une bonne préparation et une bonne organisation du scrutin. Les tablettes de contrôle biométrique ont été fonctionnelles dans une large proportion, à part quelques cas isolés. Dans les bureaux de vote couverts, aucun représentant de candidat n'a contesté les résultats. L'ambiance a été globalement calme un peu partout. Le CIP-UEMOA a aussi relevé le faible taux de participation des localités visitées. Un rapport détaillé avec des recommandations sera transmis au gouvernement ivoirien. Et quel est le bilan dressé par les observateurs de la CEDEAO sur ces législatives 2016? Quel est leur avis? En tout cas, la CEDEAO marque une observation parfaite de ces législatives. Elle souligne l'ouverture régulière des bureaux de vote dans le calme et la sécurité dans les lieux de vote, entre autres. La mission de la coordination du collectif des ONG africaines Espart CEDEAO consiste à accompagner le peuple ivoirien dans le cadre de sa mission d'observation en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral, à noter ce qui suit. Sur le plan technique et logistique, en général, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par la CEI pour le bon déroulement du scrutin dans tous les bureaux de vote visités. Sur le plan technique, la sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire a été assurée de manière satisfaisante par les autorités à la matière.
La clôture des bureaux de vote s'est effectuée régulièrement en fonction des heures d'ouverture des bureaux de vote et les dépouillements se sont déroulés de façon publique et transparente, bien souvent en présence des journalistes et des observateurs accrédités. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé. Aucun incident majeur n'a été déploré sur l'ensemble des bureaux de vote visités par nos observateurs. Voilà, c'est tout pour l'essentiel sur ces législatives 2016 en Côte d'Ivoire. On parle maintenant économie. Le Trésor public veut plus de transparence dans les paiements directs. L'institution financière vient d'organiser une rencontre avec les acteurs de la gestion des projets cofinancés sur la question de ces paiements directs. Explication avec Traoré Mama et Jean-Jacques Kwame. Le paiement direct. Entendez le fait pour un bailleur de fonds de payer directement une entreprise prestataire dans le cadre d'un projet cofinancé avec l'État ivoirien. Si la démarche répond à une question d'efficacité et de célérité pour les partenaires au développement, elle n'est toutefois pas conforme au mode opératoire du Trésor public ivoirien. Il y a des bailleurs de fonds qui, malheureusement, payent directement au profit de l'opérateur économique. Cela n'est pas retracé dans la comptabilité de l'État où c'est retracé tardivement. Alors que nous évoluons vers des normes internationales, il convient, n'est-ce pas, de revoir cette pratique afin de faire retracer toutes les opérations à travers notre balance générale de l'État. Pas de perte de devises pour l'État ivoirien, rassure le Trésor public. Cependant, il y a lieu d'uniformiser les procédures d'exécution des dépenses des projets cofinancés. Une nécessité qui a motivé une journée de réflexion sur la problématique des paiements directs, journée qui a vu la participation de plusieurs responsables de projets cofinancés. On en arrive à l'un des titres de cette édition. Dans le milieu de la cacao-culture, l'école occupe une place très importante et apparaît comme une réponse des coopératives et leurs adhérents à l'engagement dans la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. C'est le cas de la zone de production de Soubré et de Méagui. Grâce à l'effort conjugué de tous les acteurs de la filière café-cacao, l'école poursuit sa marche vers un établissement durable, nous dit Eugène Atoubi. C'est bientôt la reprise des cours de l'après-midi. Les enfants dans ce village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'empressent de regagner leurs classes respectives. Des garçons et des filles heureux comme jamais d'être à l'école autant que leurs parents. Ces derniers, pour avoir réussi le pari de retirer leurs enfants des plantations de cacao pour leur donner l'instruction. Dans le préscolaire, nous avons plus d'une trentaine d'enfants et dans le primaire, nous avons à Donkonankro une cinquantaine d'enfants. Nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir retirer les enfants des champs. On a favorisé l'association de femmes qui fabriquent l'igname, le manioc, les vivriers pour pouvoir aider les hommes à mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, dans les zones de production cacaoyère, la lutte contre le travail des enfants donne des résultats excellents grâce au travail sur le terrain des sociétés et entreprises coopératives. Au cœur de leur stratégie, l'action des femmes. Illustration ici dans le village de Sokora, à une quinzaine de kilomètres de Méagui. Ces femmes jouent un rôle primordial dans la motivation des enfants qui fréquentent l'école du village. Ce sont elles qui alimentent en vivres et soutiennent la cantine de l'école. On fait des cultures, on fait le manioc, le riz, le maïs, piment, aubergine. Et c'est ces travaux qu'on envoie à l'école, à la cantine, aux enfants, à notre enfant. Et c'est ça, ils mangent à midi. Les enfants sont contents à l'école. S'ils viennent, ils sont très contents à l'école. Cette année même, nous avons fait 100% à l'examen. Nous disons aux autres parents qui sont encore réticents de laisser les enfants aller à l'école, que ce n'est pas forcément dans les champs de cacao que l'enfant se retrouve. L'enfant peut aller à l'école et puis devenir quelqu'un demain. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré, le taux de scolarisation dans le primaire va crescendo depuis le lancement de la campagne contre le travail des enfants dans la cacaoculture. De 2013 à 2014, un taux de 82,44%. 2014-2015, 84,15% et 2015-2016, 88,05%.
Ces chiffres sont un point d'honneur pour les coopératives, mais surtout l'expression d'un effort collectif où les femmes ne sont pas en reste. Nous, on ne connaît rien. C'est pourquoi on a mis notre enfant à l'école. Il n'y a pas un enfant qui est badonné qu'il ne va pas à l'école. On a respecté ce que nos patrons nous ont dit. Franchement, les enfants ne travaillent plus dans les champs. Ils vont à l'école et tout se passe bien dans les champs. Moi-même, je travaille avec mon grand frère. C'est lui qui entretient mon champ. La coopérative a octroyé des kits scolaires. Et en plus de ces kits scolaires, a permis à ce que ceux qui n'avaient pas d'extrait puissent établir ces extraits à la charge de la coopérative. Si l'enjeu de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture reste sa durabilité, c'est une véritable promotion de l'école dans les zones de production de cacao qui filtre de l'engagement des coopératives à soutenir cette lutte. Que les enfants n'aillent plus au champ. Nous sensibilisons les parents du Conseil Café Cacao. Nous donnons des kits scolaires pour remettre aux parents de ne plus faire partir les enfants en brousse, de ne plus faire des travaux forcés. Le Conseil Café Cacao appuie les coopératives, surtout dans les logements de maires des centres de santé, et puis les constructions d'écoles. Aujourd'hui, 98% des enfants vont à l'école. Les responsables de ces structures ont dû multiplier les rencontres d'information et de sensibilisation, en inscrivant même l'école au rang de priorité dans les différents projets d'investissement. Dans notre projet, nous avons prévu construire 3 écoles avec une cantine dans nos différentes sections. Quand on voit que le producteur, sur le plan financier, il ne répond pas, on essaie quand même de lui trouver un petit moyen pour lui permettre de scolariser son enfant et pendant sa récolte principale, il essaie de nous rembourser ça à la caisse. Dans chaque section, soit on réhabilite les salles de classe en état de dégradation, ou bien là où il n'y en a pas, nous faisons des constructions. Cette année, nous sommes autour de 30 millions que nous avons engagés. Les coopératives de la filière café-cacao ne lésinent plus sur les moyens pour ce qui est des actions en faveur du retrait des enfants des plantations de cacao pour les envoyer à l'école. De ce point de vue, l'enjeu de cet engagement n'est plus seulement la durabilité de la cacaoculture. Il s'agit aussi et surtout de l'illustration du combat des producteurs et des acteurs de cette filière pour l'établissement durable de l'école dans les zones de production cacaoyère. Voilà, vers l'établissement durable de l'école dans les zones de production de cacao, un élément réalisé par Eugène Atoubé. Abidjan s'est paré depuis hier de sa robe de lumière. La cérémonie de lancement de cette 6e édition d'Abidjan Ville Lumière s'est déroulée hier. La capitale économique ivoirienne va donc briller de 1000 feux pendant près d'un mois. Alexis Ouedraogo. L'édition 2017 d'Abidjan Ville Lumière est lancée. C'est désormais une tradition bien établie. Chaque année, à la même époque, Abidjan s'illumine de feu, de la joie et de l'espérance. Cette année, les Jeux de la francophonie sont à l'honneur. Les fresques déclinées dans la ville porteront les symboles de cette célébration qu'abrite la Côte d'Ivoire pour la toute première fois. Au-delà de la lumière élémentaire, Abidjan ambitionne de s'inscrire définitivement dans les cercles très fermés des villes lumières que sont Lyon, Paris, New York, Dubaï, Las Vegas, Los Angeles et bien d'autres encore. En Afrique, nous ambitionnons d'occuper la première place. Cela est déjà possible, cela est déjà réel. Comme chaque année, le traditionnel feu d'artifice du 31 se fera. L'année 2017 sera consacrée à la 8e édition des Jeux de la francophonie. Et 2017 qui pointe déjà du nez, c'est dans cette atmosphère de fête que les Ivoiriens ont célébré la journée de la solidarité humaine. C'est la journée internationale aujourd'hui. Elle a été instituée par les Nations Unies en 2005 pour promouvoir les valeurs humaines que sont l'amour, la cohésion sociale, l'unité, l'esprit de partage. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes appelle à renforcer la cohésion sociale, la paix, l'amour.
Quand des femmes choisissent de s'adonner au métier de fabricante de briques et mieux d'y entraîner leur conjoint, vous allez le voir dans le sujet que nous propose Franck Quadio. Il est allé à la rencontre d'une jeune dame. Elle exerce son activité avec passion et elle s'en sort très bien. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes, a manié la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Ça fait 4 jours que je suis sur le terrain, je travaille avec elle et tout à l'heure on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi je suis couturière de formation, mais avec ce qu'on fait ici et puis je vois mon mari qui travaille, en tout cas ça m'a encouragé d'être avec lui. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi j'estime par conviction religieuse que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. Et un exemple qui devait être copié par les autres femmes, pourquoi pas? La Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la population ont effectué la revue finale du 6e programme de leur coopération. Un bilan satisfaisant pour les deux partenaires sur les résultats obtenus à la fin de l'exécution du dit programme. Davis Oyo, Franck Quadio pour le reportage. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNFPA marche bien. Après la mise en exercice du 6e programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNFPA, l'heure est au bilan. Un bilan qui s'est articulé sur les différents objets de la mise en œuvre du programme 6, tout en ressortant les principaux résultats, les contraintes et les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques enregistrées en cours d'exécution. Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives, dont les consultations nationales sur le dividende démographique. Et selon les données de l'Association des obstétriciens de Côte d'Ivoire, nous avons 1000 nouveaux cas de femmes vivant avec des fistules. Un élément clé, c'est les jeunes et les adolescents, qui vont être également la cible du prochain programme. Un bilan satisfaisant pour les deux partenaires sur les résultats obtenus à la fin de l'exécution du programme 6. Ce bilan a donné naissance au programme 7. L'objectif du dit programme est de consolider les acquis du précédent programme et apporter les innovations pour la maîtrise de la croissance démographique. Le 7e programme va nous permettre de renforcer le dialogue, renforcer le plaidoyer auprès des différents acteurs nationaux et internationaux qui s'occupent des questions de population et développement, enfin améliorer tous les indicateurs socio-économiques qui touchent les questions de population et développement. Cette rencontre a regroupé les chargés de portefeuille de l'UNFPA et les partenaires de la mise en œuvre du programme. Rappelons, la Côte d'Ivoire a pour ambition d'accéder au statut de pays émergent à l'horizon 2020. Et cela passe par la capitalisation de la dividende démographique. 500 000 Ivoiriens vivant en zone urbaine vont bénéficier dans les 4 années à venir de l'eau potable. C'est l'information majeure de la cérémonie de présentation du programme dénommé Africa pour la Côte d'Ivoire qui s'est tenue récemment ici à Abidjan. Ce programme est une initiative de l'Association africaine de l'eau et il est financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Malika Koulibaly. L'assainissement est un problème en Afrique.
Selon des chiffres, plus de 80% des programmes d'assainissement dans les villes africaines sont faits de façon anarchique. Et les nombreuses fosses septiques qui en découlent sont très souvent à l'origine de beaucoup de maladies. La rencontre qui a lieu ici entre les acteurs de l'eau potable et de l'assainissement pourrait sonner la fin de la souffrance de plusieurs milliers d'habitants ici en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce programme, c'est de catalyser le marché de l'assainissement avec l'appui du secteur privé et accroître, améliorer l'accès à un assainissement de base aux populations, surtout les plus démunies. Nous voulons atteindre 1 million de personnes pour les 3 pays, mais 500 000 spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, à un assainissement de base et les amener à avoir un accès à un service de gestion de boues de vidange sécurisé. 1,5 milliard de francs CFA, c'est la somme qui est investie dans ce programme nommé AfriCap. Programme africain du renforcement des capacités de l'assainissement de l'eau. Financé par USAID, il va durer 4 ans et va réunir autant les décideurs que les populations elles-mêmes. Les bénéfices sont énormes. Dans un premier temps, les populations vont bénéficier déjà de la masse de connaissances, de la masse d'informations générées par la mise en œuvre de ces 2 programmes. La cérémonie qui a dévoilé le plan de Africa pour la Côte d'Ivoire était en même temps la présentation des 2 partenaires sur le projet, à savoir l'Association africaine de l'eau et Population Service International en Côte d'Ivoire. Ailleurs, en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est connu. Il a été dévoilé hier soir à la télévision publique, quelques minutes à peine avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. Il se compose de près de 70 membres, dont 3 vice-premiers ministres et 7 ministres d'État. C'est presque le double de l'équipe précédente et quasiment un record en RDC. Le militaire guinéen Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, aide de camp de Dadis Camara, a été arrêté à Dakar au Sénégal. Le militaire était en fuite depuis décembre 2009. Toumba était aussi à l'époque le chef de la garde présidentielle, les Bérets Rouges. Il est accusé d'être responsable des massacres perpétrés dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. Le militaire faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et l'Allemagne, qui est en deuil, au moins 12 personnes ont été tuées dans l'attaque contre le marché de Noël à Berlin. Les autorités cherchent toujours à déterminer précisément l'identité de l'auteur de l'acte qualifié d'attentat terroriste par la chancelière allemande Angela Merkel. La police doute encore de l'implication d'un suspect interpellé hier. Sachez que l'attaque a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique. En France, dans un mois seulement, 7 candidats à l'investiture de la gauche pour la présidentielle vont s'affronter dans le cadre de la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés. Mais comment va se dérouler cette primaire? Réponse dans cet élément. Les primaires citoyennes sont organisées les 22 et 29 janvier par le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et certains écologistes favorables au gouvernement. Ils sont réunis au sein de la belle Alliance populaire. Parmi les candidats, on compte notamment l'ancien Premier ministre Manuel Valls ou l'ancien ministre Arnaud Montebourg. Les membres du PS doivent obtenir des parrainages d'élus ou de cadres du parti pour être candidats. Déchiré par ces querelles internes, le PS joue gros dans ses primaires, d'autant que celles de la droite, organisées fin novembre, ont été saluées unanimement comme un succès, avec plus de 4 millions de votants et près de 16 millions d'euros récoltés. Le PS avait lui-même initié avec succès le principe des primaires en 2011. 3 millions de personnes s'étaient déplacées au second tour. Pour voter en janvier, il faudra être inscrit sur les listes électorales ou être adhérent à l'un des partis organisateurs. Il faudra aussi signer la charte des valeurs de la gauche et des écologistes et verser au moins 1 euro par tour. Les organisateurs promettent au minimum 8000 bureaux de vote. La liste sera disponible sur Internet le 4 janvier. L'organisation du scrutin est placée sous l'égide de la Haute Autorité pour les primaires citoyennes. Et la crise électorale n'en finit plus en Haïti. Un mois après la tenue du premier tour de la présidentielle, le tribunal électoral a décidé la nuit dernière qu'il fallait vérifier les procès-verbaux et autres documents sensibles. Un verdict qui plaide en faveur des 3 candidats qui contestent la victoire de Jovenel Moïse au premier tour de cette présidentielle. On va terminer par ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a publié les résultats des élections législatives. Les urnes ont donc livré leur verdict et la première législature de la 3e République se compose comme suit. RHDP, 167 sièges, indépendants, 75, UDPCI, 6,
UPC 3, FPI 3 et les indépendants raflent 75 sièges. En tout, 254 députés ont été élus, parmi lesquels 29 femmes. Les élections vont reprendre à Guiglo sous-préfecture. 2 candidats RHDP et indépendants ont réalisé le même score. Je rappelle que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.